Le royaume est épuisé. Les campagnes ravagées. À Paris, les barricades sont tout juste démontées. Dans ce chaos à peine apaisé, le jeune Louis XIV, timide et silencieux, observe et apprend. Pour l'instant, il n'est qu'un roi d'apparat. Le véritable maître de la France, c'est le cardinal Mazarin. Mais derrière la façade du protocole, le jeune homme mûrit, la volonté glaciale d'un homme qui a vu le désordre, la peur et l'humiliation, et qui jure que plus jamais le pouvoir ne lui échappera. 1661 marquera la fin d'un monde et la naissance d'un roi absolu. À la conquête de l'histoire. Et si pour Noël vous offriez une partie de l'histoire de France ? C'est possible avec notre partenaire du jour, les éditions Phénix. Les éditions Phénix se sont donné une mission, faire redécouvrir la grandeur de notre passé à travers des œuvres littéraires d'exception. Leur objectif est simple et ambitieux, reconstruire un socle de connaissances historiques solides pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Leur catalogue couvre toutes les grandes périodes de notre histoire, de la Gaule de Vercingétorix à l'épopée napoléonienne en passant par la Révolution française et le siècle de Louis XIV. Vous y retrouverez des titres incontournables, comme l'Histoire de France et Napoléon de Jacques Bainville proposés en version collector. Couverture cartonnée, dorure, embossage double, plus de 20 illustrations et pages de garde personnalisées. Un vrai beau livre fabriqué entièrement en France, parfait à offrir ou à s'offrir. Vous ferez en plus de cela une bonne action, car les éditions Phénix s'engagent pour le patrimoine national en reversant une partie des bénéfices à la Fondation du patrimoine, qui œuvre à la restauration et à la transmission de nos trésors historiques. Et en ce moment, pour les fêtes, tous les livres à 35 €, les éditions collector à 60 € et la livraison mondiale relais à 1 centime. Découvrez tout cela sur édition-phénix.fr. La société d'Ancien Régime se présente comme une vaste pyramide hiérarchique, où s'enchevêtrent provinces, corporations, seigneuries et confréries, sous l'autorité du monarque. Cette vision idyllique d'une société ordonnée masque pourtant une réalité plus complexe. Le pouvoir royal ne se contente pas d'harmoniser les corps sociaux, il révèle une nature profondément ambivalente. Contrairement aux démocraties modernes où les citoyens participent ou ont l'illusion de participer aux politiques, l'Ancien Régime sépare hermétiquement la société civile de l'État royal. Ce dernier, bien que faible, concentre la souveraineté absolue et se situe au-dessus des groupes particuliers pour représenter l'intérêt général. Cette position extérieure à la société constitue à la fois une force et une faiblesse. Le pouvoir monarchique assume alors plusieurs fonctions contradictoires. D'abord fédérateur, il rassemble et protège les différents ordres, veillant au maintien des hiérarchies sociales. Simultanément diviseur, il organise les rivalités entre groupes, attise les antagonismes et joue des susceptibilités pour maintenir sa maîtrise. Cette stratégie n'est pas machiavélique, mais découle d'une nécessité existentielle. Sans cette division, le pouvoir risque l'étouffement. Il cherche naturellement à réduire les résistances, ébrèche les privilèges et affaiblit les corps intermédiaires qui lui font obstacle. Cette politique se manifeste clairement dans les rapports avec la noblesse. Le roi reste le premier gentilhomme du royaume, protégeant l'ordre nobiliaire tout en créant une élite concurrente par la vente d'offices et les anoblissements. Il divise pour régner, éloigne les grandes et hautes fonctions, et soumet progressivement l'aristocratie sans chercher sa disparition. L'équilibre de ce système repose sur la gestion habile de ses contradictions internes. Cependant, la monarchie bourbonienne commet l'erreur de privilégier sa fonction niveleuse. Étranglée par les difficultés fiscales, elle multiplie les ventes d'offices et les anoblissements,
créant des tensions sociales insoutenables. En affaiblissant excessivement les corps intermédiaires, elle perd sa capacité de manœuvre traditionnelle. Cette érosion progressive prive le pouvoir royal de sa base sociologique. Ne pouvant plus jouer les groupes les uns contre les autres, il perd successivement ses fonctions de diviseur puis de fédérateur. La Révolution française surgit alors comme la conséquence logique de cette autodestruction. Un pouvoir royal vidé de sa substance face à une société civile qui s'organise sans lui. Paradoxalement, l'absolutisme se révèle un régime limité et tempéré, contraint par ses propres contradictions, bien loin du totalitarisme et du despotisme révolutionnaire qui lui succédera, et qui parviendra à imposer la fiscalisation généralisée de la population, la conscription obligatoire, la levée en masse et le concept de guerre totale. Au début du règne personnel de Louis XIV, la monarchie doit reconquérir sa légitimité après les troubles de la Fronde. Mazarin orchestre cette restauration avec finesse, préférant la diplomatie à la violence de Richelieu. Le pouvoir s'organise autour d'une trinité régnante, le roi, la reine-mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Cette répartition des rôles fonctionne parfaitement. Louis XIV n'est encore qu'un roi de parade, figurant majestueux qui plaît par sa prestance juvénile, mais se contente de brefs discours préparés. Contrairement aux accusations de Saint-Simon, Mazarin forme consciencieusement le jeune homme, en l'associant graduellement au conseil. Anne d'Autriche, elle, bien qu'aspirant à la retraite spirituelle, garde son caractère impulsif que Mazarin sait circonvenir. Le cardinal, lui, détient ainsi plus de pouvoir que Richelieu. Il dispose des charges, mène la diplomatie et prend les décisions importantes. Mazarin se révèle être un véritable homme d'État, soucieux de restaurer l'appareil monarchique. Entre 1653 et 1660, il exploite habilement la renaissance naturelle des rivalités entre corps constitués pour renforcer le rôle arbitral du souverain. Il développe systématiquement ses réseaux de fidèles, intégrant opportunistes et ralliés de dernière heure. Les troubles de la Fronde lui ont enseigné la nécessité de contrôler l'administration locale, particulièrement dans les provinces éloignées. Il distribue absolutions et certificats de bonne conduite, pratique le pardon et monnaie par des faveurs le soutien de puissants courtiers repentants. Cette période voit le déclin des fidélités nobiliaires traditionnelles au profit du clientélisme ministériel. Servir l'italien, malgré l'aversion qu'il inspire, devient le moyen d'acquérir des grâces royales. Appartenir à la maison d'un prince du sang perd de son intérêt à mesure que ceux-ci s'intègrent dans l'appareil d'État et deviennent de simples solliciteurs. Cette politique met en relief l'art mazarinien de gouverner. Négocier directement des compromis durables entre pouvoir central et élite locale, fondement du futur absolutisme Louis XIVien. Cet absolutisme compose facilement avec les corps traditionnels de la société, mais ne tolère aucun groupe de pensée qui échappe à son contrôle. Ce qui explique l'hostilité du pouvoir envers le jansénisme, mouvement qui menace l'autorité royale par sa simple existence. Le jansénisme puise ses racines dans un débat théologique millénaire sur les relations entre grâce divine et liberté humaine. Au Ve siècle, un ascète celte, Pélage, défend le rôle essentiel de la liberté dans le salut. Pour lui, le péché originel n'ayant nullement corrompu sa nature, l'homme pouvait atteindre par lui-même un état de perfection morale sans recourir à la grâce divine. Saint Augustin avait montré que cette théorie ruinait les fondements mêmes du message chrétien. Si l'homme est capable de se sauver lui-même, pourquoi l'incarnation divine en Jésus-Christ, le sacrifice sanglant et rédempteur du Fils envoyé par le Père pour racheter les péchés? Louis XIV comprend rapidement l'incompatibilité radicale entre le jansénisme et l'absolutisme monarchique. Fondé sur l'indépendance de la conscience et de la sévérité intérieure, le mouvement met en cause l'obéissance à la puissance publique. Les jansénistes, par leur désir d'autonomie morale,
tendent naturellement à s'opposer à l'autorité de l'Église romaine comme à celle du pouvoir royal. En décembre 1660, le roi annonce brutalement sa volonté d'anéantir le jansénisme. Les persécutions s'intensifient, visites dramatiques, dispersion forcée de religieuses, privation des sacrements. Parallèlement, on interdit la Compagnie du Saint-Sacrement, organisation dévote qui regroupe de nombreux jansénistes. Cette double offensive illustre la logique implacable de l'absolutisme. Aucun corps ne peut exister en marge de l'État. Le jansénisme, par sa radicalité, semble remettre en cause la civilisation brillante du grand siècle que Louis XIV incarne et promeut. Les affaires religieuses n'étaient cependant pas les seules à occuper le gouvernement. Les questions d'argent demeurent le nœud des problèmes politiques et militaires. Dans sa gigantesque confrontation avec l'Espagne, la France doit compenser l'absence d'un empire colonial producteur d'or et d'argent par un renforcement de son appareil d'État. L'absolutisme s'intensifie pour ponctionner efficacement le revenu national, centraliser les ressources et renforcer la cohésion nationale autour de la dynastie des Bourbons. Cette politique porte ses fruits. La France sort victorieuse, non seulement parce qu'elle est plus riche au tréfonds de ses provinces, mais surtout parce qu'elle réussit mieux que ses rivales à extraire ses richesses. Le prix à payer reste malgré tout considérable. En 1654, le royaume est au bord de la rupture. Les revenus de 1655 et 1656 sont consommés d'avance. Les bailleurs de fonds, échaudés par la banqueroute partielle de 1648, deviennent timorés. On ne parvient plus à payer les soldats de la maison du roi et les armées doivent suspendre leurs opérations faute d'argent frais. Contrairement aux attentes, la Fronde n'a nullement éradiqué les velléités de résistance du Parlement. Pour assurer de nouvelles rentrées fiscales, le pouvoir invente des taxes sur les actes de baptême et d'enterrement, les parchemins et papiers marqués, tout en créant 46 nouveaux offices de secrétaire du roi. 17 édits Burceaux, c'est-à-dire des déclarations visant à faire entrer de l'argent dans le trésor de l'État au moyen de la création d'offices, sont présentés à Louis XIV, qui, anticipant la grogne parlementaire, se rend au palais le 20 mars 1655 pour les faire enregistrer par lit de justice. Dès le lendemain, l'agitation s'empare des esprits. Les jeunes conseillers de la Chambre des enquêtes réclament une assemblée pour réexaminer les édits, pour voir s'ils étaient conformes à la justice. Le 13 avril, Louis XIV, informé pendant sa chasse à Vincennes d'une nouvelle réunion parlementaire, rentre précipitamment et tient immédiatement un lit de justice. En juste au corps rouge, grosses bottes et chapeau gris, il déclare d'un air sévère et hautain « Messieurs, chacun sait les malheurs qu'ont produits les assemblées du Parlement. Je veux les prévenir et que l'on cesse celles qui sont commencées. » Cette fermeté surprend tellement que la légende s'empare de la scène, créant le mythe de « l'État c'est moi », phrase que Louis XIV n'a jamais prononcée. En plus de ces résistances parlementaires, ressurgit une certaine agitation nobiliaire. Le pouvoir part à la recherche des usurpateurs de noblesse, qui se faisaient passer pour nobles pour des raisons fiscales. Ceux-ci déclenchent le rassemblement des gentilshommes qui reprennent leurs assemblées en Anjou, Bretagne, Maine, Normandie, menaçant de se révolter. Cette agitation gagne le monde rural où règne la misère. Les échecs des armées françaises en Flandre en 1656 et 1657 avaient redonné espoir à tous les mécontents, victimes du centralisme, du terrorisme fiscal, des intendants et de leurs fusillés. Le mouvement le plus puissant éclate en Sologne le 29 mai 1658. 7000 paysans se soulèvent contre la dévaluation du liard de cuivre qui les spolie d'un tiers de leurs revenus. Ces sabotiers, menés par Gabriel de Jaucourt de Baudesson, un petit noble protestant, assiègent Sully-sur-Loire pendant 2 mois. Le mouvement, soutenu par le prince de Condé depuis Bruxelles, s'étend jusqu'à Orléans où éclate l'émeute. Finalement, le chef des sabotiers, Baudesson, est trahi puis exécuté le 13 décembre 1659. Le mouvement échoue par son incapacité à déclencher une insurrection d'envergure.
Si Turenne n'avait pas été victorieux lors de la bataille des Dunes en juin 1658, on aurait pu assister à un soulèvement général et peut-être la France n'aurait-elle jamais connu l'apogée que fut le règne du roi Soleil. Louis XIV, à 20 ans, incarne l'image d'une royauté renouvelée par la jeunesse. Ce jeune homme vigoureux, aux épaules larges, présente un visage régulier encadré d'une abondante chevelure châtain foncé. Une ombre de moustache et une lèvre inférieure charnue donnent un air noble et viril à ses traits encore enfantins, tandis que ses yeux brillants et doux nuancent sa silhouette robuste. Bien qu'il ne soit pas d'une parfaite beauté, le nez un peu long, les joues grêlées par la petite vérole, les dents gâtées, il fascine par sa prestance. Vêtu d'une chemise à manches de dentelle, d'une rein grave couverte de rubans, coiffé d'un chapeau à plumes et portant une épée sertie de diamants, il évoque le prince charmant. Sa démarche lente et étudiée, son calme olympien, révèle sa jubilation profonde d'être le maître par la grâce de Dieu. Contrairement à une légende récente, Louis XIV n'est pas de petite taille, mais mesure environ 1,84 m, dépassant d'une tête ses contemporains. Son caractère se forge dans la solitude du pouvoir qui l'isole du reste des hommes dès l'enfance. Bien que magnifique athlète aux joues vermeilles, passionné d'équitation, de chasse et de jeux de paume, il ne se contente pas d'être un simple amateur de grand air. Il brûle du désir d'apprendre son métier de roi jusqu'à la perfection, capable de s'enfermer des heures dans son cabinet pour étudier les dossiers complexes. Son esprit, sans être brillant, n'est pas médiocre, comme le prétend Saint-Simon. Cette lenteur intellectuelle lui vaut le secret mépris de ses compagnons d'adolescence, qui le trouvent gauche et balourd. Il développe alors une dissimulation remarquable, étudiant ses gestes et sa démarche pour donner l'image d'un prince sérieux et pondéré. Derrière ce masque d'impassibilité se cache un tempérament timide, fier et méfiant. En confiance, il révèle un tout autre visage, spirituel et malicieux, aimant gentiment railler les travers des courtisans. Sa volonté constitue son trait le plus remarquable. Volonté de se dompter, de maîtriser sa sensibilité et ses impulsions naturelles au détriment de sa spontanéité. Ses amours marquent aussi sa jeunesse. Après une liaison avec Catherine Bélier qui le déniaise, il s'éprend successivement d'Olympe Mancini, une nièce de Mazarin en 1655, puis de Marie Mancini, une autre nièce du cardinal en 1658. Cette dernière, petite italienne peu séduisante mais à l'esprit vif, excellente cavalière et cultivée, éveille son goût pour la musique, la peinture et la littérature. Il est possible même que sans son action, le rayonnement ultérieur de la cour de Versailles n'eût pas été aussi brillant. Après la brillante victoire des Dunes, où Turenne bat Condé, la France triomphe en Flandre maritime, mais le royaume s'épuise. Mazarin préfère négocier plutôt que de risquer l'affrontement avec l'Angleterre et la Hollande. Pour instaurer une paix durable, Anne d'Autriche et Philippe IV d'Espagne envisagent le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Le cardinal orchestre alors un stratagème audacieux. Il fait annoncer le projet de mariage de Louis avec Marguerite de Savoie, fille de Christine de France, elle-même fille d'Henri IV, pour forcer la main à l'Espagne. En octobre 1658, Louis quitte Paris pour Lyon en compagnie de sa mère et du cardinal. Heureux de ce projet matrimonial, tout en chevauchant aux côtés de Marie Mancini sa passion secrète. L'hameçon fonctionne parfaitement. Philippe IV s'exclame « Cela ne peut être et ne sera » et dépêche aussitôt son secrétaire d'État, Pimentel, en France, pour obtenir la paix et la main de sa fille. Déguisé en marchand, voyageant sans passeport, Pimentel arrive à Lyon en novembre. Mazarin doit alors expliquer aux Savoyardes que la demande espagnole annule tout, au nom du devoir de rendre la paix à la France. Louis, qui s'était fait à l'idée de ce mariage savoyard, refuse d'abord l'union espagnole, puis cède finalement à sa mère et au cardinal. L'idylle avec Marie Mancini se poursuit à Paris au milieu des fêtes et divertissements.
Marie chante, Louis l'accompagne à la guitare, Lully compose pour eux des airs de danse. Lors d'un bal, voyant Marie parée d'émeraude avec une houlette ornée de rubans argentés, le roi se précipite vers elle. « Ma reine, cet habit vous sied à ravir. » Ce mot de reine révèle l'ambition de cette petite campagnarde des Abruzzes, qui, admirée de tous, croit pouvoir écarter l'infante d'Espagne, comme elle a vaincu la prétendante de Savoie. Devenue impertinente et provocante, elle se persuade que son charme suffira à triompher de tous les obstacles. Quand Mazarin découvre l'ampleur de la situation, il s'effraie. Marie dresse ses 19 ans au milieu du jeu subtil des grandes puissances, risquant d'anéantir ses efforts diplomatiques. Il charge Madame de Vesnel, gouvernante de Marie, de surveiller étroitement son élève. Vexé d'être traité en enfant, poussé par Marie qui tisonne son amour-propre, Louis se révolte pour la première fois de sa vie. Il ose tenir tête à sa mère et à son parrain, renonce au mariage espagnol et menace même Mazarin d'une foudroyante disgrâce. Ces propos atterrent Anne et Jules qui tentent de le raisonner. Ce mariage le discréditerait aux yeux des pays étrangers, trahirait son devoir d'État et condamnerait ces peuples épuisés par 25 ans de guerre. Les préliminaires de paix sont signés le 4 juin 1659. Mazarin s'apprête à partir pour Saint-Jean-de-Luz. Louis tente une ultime démarche, se jette aux pieds de sa mère et de son parrain, supplie, en vain. Malgré sa promesse de faire monter Marie sur le trône, celle-ci comprend que le jeune homme ne parviendra pas à ses fins. Le cardinal décide d'éloigner cette dangereuse jouvencelle. Elle quitte la cour le 22 juin pour Fontainebleau, puis La Rochelle. Les amoureux échangent de déchirants serments, mais se sentent impuissants, broyés par le destin. Fiévreux et amer, Louis se retire à Chantilly, puis Fontainebleau, écrivant lettre sur lettre à la pauvre exilée. Assailli par la goutte, préoccupé des négociations avec l'Espagne, Mazarin est tenaillé par l'inquiétude. Il n'a réussi ni à raisonner Marie, ni à faire de ce jeune écervelé son disciple. Il lui rappelle gravement que Dieu a établi les rois pour veiller au bien de leurs sujets, et non pas pour sacrifier ces biens-là à leurs passions particulières. Cette conduite étonne quand on pense au futur personnage olympien. Le jeune Louis XIV ressemble peu à l'image qu'il laissera à la postérité. Au fil du temps, le roi revient à la raison, mais ne cède qu'à demi, acceptant de se rendre à Bordeaux dans l'attente de la fin des négociations franco-espagnoles. Il n'exclut plus le mariage avec l'infante, mais espère qu'un grain de sable arrêtera le processus. Le 7 novembre 1659, le traité des Pyrénées scelle la paix générale. Philippe IV cède le Roussillon, une partie de la Cerdagne et de l'Artois, diverses places fortes. Le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse paraît gage de la nouvelle entente. Mais l'article sur la dot de 500 000 écus d'or cache une bombe à retardement. Il établit un lien juridique entre le renoncement aux droits espagnols et le paiement de cette somme que l'Espagne, endettée, ne pourra jamais assurer. Louis fait d'abord un séjour en Provence où il réprime les troubles d'Aix et Marseille. C'est d'ailleurs à Aix, le 20 janvier 1660, que le grand Condé fait son retour à la cour. L'ex-rebelle s'agenouilla devant le roi, qui le pardonne. La cour arrive à Saint-Jean-de-Luz en mai 1660. Marie-Thérèse, petite, assez enveloppée avec le bas du visage lourd des Habsbourg, n'a pour elle que la fraîcheur de la jeunesse, des yeux bleus et des cheveux blonds argentés. Louis déclare qu'il la trouve à son goût. Le 6 juin, Louis XIV et Philippe IV jurent de respecter le traité, puis s'embrassent en se promettant une éternelle amitié. Le 9 juin, la messe de mariage est célébrée dans l'église de Saint-Jean-de-Luz. Le roi, vêtu d'un habit noir étincelant de pierreries, la future reine en robe semée de lys d'or. Le 26 août 1660, Louis XIV et Marie-Thérèse sont officiellement accueillis à Paris dans une fête exceptionnelle. Place du Trône,
le couple royal reçoit les délégations des corps constitués, clergé, universités, corporations, cours souveraines. Dans l'après-midi, le cortège met 4 heures à atteindre le Louvre. Gigantesque cavalcade rutilante où défilent les équipages de Mazarin, les mousquetaires, le roi caracolant sur un cheval, la reine dans sa voiture découverte. Paris est transformé en décor de théâtre, avec des arcs de triomphe mêlant mythologie grecque et triomphe romain. Cette apothéose célèbre l'allégeance de la capitale, la prise de possession par le roi de sa bonne ville, et l'incorporation des peuples au corps mystique du monarque, rappelant le pacte primitif unissant le monarque et son peuple. Au sommet de sa gloire après le traité des Pyrénées, Mazarin règne en maître sur l'Europe. Adulé dans toute la chrétienté, il envisage même d'organiser une croisade contre les Turcs et rêve peut-être de devenir pape. Mais la maladie le rattrape brutalement. Son corps s'affaiblit, marqué par une maigreur effrayante et des plaques violettes sur les jambes. L'insomnie, l'œdème pulmonaire et la néphrite l'emportent finalement vers la mort. Jusqu'au dernier moment, le cardinal demeure despotique. Il préside le Conseil des ministres depuis sa chambre pendant qu'on le rase et l'habille, laisse le roi faire antichambre et traite la reine-mère avec désinvolture. Malgré ses manières, son bilan politique reste impressionnant. La paix européenne, le prestige de la France, l'écrasement des frondes. Cependant, il laisse le royaume épuisé par la guerre, divisé par les querelles religieuses et sans véritable projet d'avenir. Le 8 février 1561, Mazarin se fait transporter à Vincennes pour mourir entouré de la cour. Conscient de l'importance de cette dernière représentation, il se fait apprêter comme un comédien, les moustaches laquées et les joues fardées. Dans ces derniers jours, il organise minutieusement sa succession. Il marie ses nièces, désigne ses héritiers et règle le sort de son immense fortune. Le 7 mars, le cardinal reçoit l'extrême onction. Le roi, en larmes, veut assister à la cérémonie, mais doit se contenter de regarder par la fente de la porte. Concernant sa succession politique, Michel Le Tellier semble le candidat naturel. Fidèle, compétent, respecté. Mais sa modestie le dessert. Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, ambitieux et capable, paraît mieux placé. Pourtant, ses ennemis, menés par Colbert, manœuvrent habilement. Les derniers conseils de Mazarin au roi changent radicalement. D'abord élogieux envers Fouquet, il devient méfiant, recommandant la prudence face à son ambition. Mazarin s'éteint le 9 mars 1661 à 2 heures du matin. Louis XIV, qui a passé la nuit près de sa chambre, se recueille devant la dépouille de son parrain et tuteur, montrant une douleur inhabituelle pour un prince. Immédiatement, il inaugure une nouvelle forme de gouvernement, le Conseil étroit, limité aux seuls ministres d'État, excluant même la reine-mère. Le 10 mars, lors d'une séance historique du Conseil à Vincennes, Louis XIV annonce sa décision révolutionnaire. « Il est temps que je les gouverne moi-même. » Il supprime le poste de Premier ministre et prend personnellement la direction des affaires. Cette décision, longuement méditée, marque la naissance du pouvoir personnel royal. Cependant, Louis XIV reste encore prisonnier de l'héritage mazarinien. Pour s'affranchir complètement du passé et être pris au sérieux, il lui faudra une victime expiatoire. Ce sera Fouquet. Ainsi commence l'ère du roi Soleil. Merci à tous les tipeurs et aux membres YouTube qui soutiennent mon travail, et à bientôt pour le prochain épisode.